Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On va tout de suite en kiosque avec la revue de presse, en commençant par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une. Parlement, quel enjeu pour mars 2021? La session ordinaire du mois de mars 2021 s'ouvre ce jeudi à Yaoundé. L'un des pôles d'attraction, c'est l'élection des bureaux des deux chambres. Des élections qui interviennent alors que les indétrônables Kavaï Guédibril et Marcel Nyandifendi sont dans un état de santé inquiétant. Le journal évoque aussi la Covid-19 avec le Sud non concerné. Le gouverneur n'a cessé de sensibiliser ses concitoyens qui n'écoutent pas. Et le journal indiquait que Félix Ngele prêche dans le désert, le Sud qui a atteint la barre des 1000 cas de contamination. Le journal parle de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko est mort. Le premier ministre de Côte d'Ivoire est mort dans un hôpital en Allemagne des suites de maladies. Il faut préciser que c'est le deuxième premier ministre ivoirien qui décède ici en l'espace de quelques mois et que même Patrick Hachi, qui était jusque-là premier ministre intérimaire, lui aussi a été admis dans un centre, a été admis dans une clinique d'Abidjan. Lui aussi est en très mauvais état. Que se passe-t-il donc à la primature de la Côte d'Ivoire? En tout cas, on le saura. Le journal aussi évoque les maladies rénales. Les jeunes en souffrent. Cette maladie insidieuse sévit de façon sévère au Cameroun. En tout cas, lorsqu'il est détecté à temps, le patient peut en guérir. Le quotidien Le Messager parle de guerre de succession. La famille Moncam sur le grill. Un des fils du milliardaire camerounais décédé le 27 février dernier demande la désignation d'un administrateur séquestre pour les biens de son père en proie à des gestionnaires boulimiques, écrit le journal. Vaccin anti-Covid-19, la vraie fausse polémique, évoque le journal, faisant ici allusion à l'AstraZeneca, Zeneca, qui est ce vaccin qui arrivera dans quelques jours au Cameroun, alors que la variante sud-africaine, jugée très très sévère, circule déjà au Cameroun depuis le mois de janvier dernier. Alors, quelle efficacité pour ce vaccin? Le journal pose donc la question. Le journal Émergence parle de sécurité. L'inquiétude qui vient de la frontière l'Est des bandes armées tente toujours des incursions en territoire camerounais. Il faut dire que ces incursions sont dues à l'instabilité qui sévit en ce moment même en République centrafricaine. Le journal Repère parle d'AstraZeneca, un vaccin sans garantie d'immunité. Les premières doses arrivent dans les tout prochains jours au Cameroun, mais le vaccin est réputé moins efficace contre les variants sud-africains qui circulent au Cameroun depuis le mois de janvier. Le journal parle aussi des immobiliers, quincailleries, casinos, foyers de blanchiment des capitaux. Le journal a mené donc cette enquête. Le quotidien Le Jour, à vos masques, le point sur le relâchement des mesures barrières. Le journal fait donc le tour de la question au moment où le gouvernement vient de décider de la réactivation des mesures barrières, notamment dans les édifices, dans les bureaux de l'administration publique. En tout cas, le journal a mené une enquête là-dessus. Le journal évoque aussi les obsèques du bâtonnier Charles Tchakounti Pathé, des hommages prévus à la Cour suprême. Le quotidien Cameroun Tribune parle de Parlement, la rentrée de mars, au moment où la nation est secouée par une préoccupante résurgence de la pandémie à Covid-19. Le Sénat et l'Assemblée nationale démarrent ce jour la première session ordinaire de l'année, évidemment, législative. Et si l'on imagine que la crise sanitaire va forcément animer les débats, l'autre temps fort, ce sera évidemment attendu, l'élection des bureaux des deux chambres du Parlement, écrit le journal. Le quotidien de l'économie parle de l'évaluation déficit de la balance commerciale qui se creuse davantage en 2020. On se rappelle que les importations d'un certain nombre de denrées alimentaires, en l'occurrence du riz et même du sucre, font partie de ces produits qui creusent davantage la balance commerciale, qui rendent la balance commerciale du Cameroun déficitaire. Et puis on finit cette revue de presse par le journal satirique Le Popoli qui parle d'audition au CED. La belle pirouette de Messanga Nyamding. Le journal indique que le béaïste le plus connu du Cameroun a passé 48 heures depuis 48 heures, concentrer l'attention sur sa personne en annonçant sa convocation au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Qu'aurait-il fait de si grave? Le journal pose la question. L'illustre membre du comité central du RDPC s'est retrouvé au cœur d'une vidéo où il traitait des gendarmes d'escrocs suffisants pour se faire entendre au CED.
pose donc la question. Le journal, les médias ont voulu donc y voir clair. Aussi, ont-ils tenu à accompagner la vedette du jour à l'entrée de la brigade de gendarmerie, mais le scoop a foiré quand Charlemagne est ressorti 4 heures plus tard en se grattant la calvitie, et indique le journal. Vous verrez bien sur cette caricature, Mesanga Nyamding arborant fièrement son écharpe de militant du parti RDPC, se dirigeant vers une brigade de gendarmerie où est dressé un drapeau vert ou jaune. Et là, derrière lui, une cohorte de journalistes. Un des gendarmes dans la brigade de dire « Aya, chef, notre homme est là avec sa légion blindée ». Évidemment, la légion blindée, ce sont les journalistes qui accompagnent le professeur Charlemagne Mesanga Nyamding, le biaïste, le plus biaïste des biaïstes. Voilà pour ce qui est de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi que vous connaissez déjà. Hervé Fongan, bonjour, et vous êtes le directeur de publication de Politics Hebdo. On n'a toujours pas Politics Hebdo, que se passe-t-il? Non, Politics Hebdo est en relifting. C'est pas très tôt? Non, en relifting, c'est pour régler le problème de qualité de l'impression, parce qu'une des plus grosses imprimeries de ce pays nous a créé de gros soucis. Et la deuxième n'apporte pas la solution qualitative tant espérée. Donc on est en train de réguler tout ça. Donc tout est déjà en place dans les prochains jours. Comme l'expression, dans les prochains jours. Redécouvrir dans les autres journal. Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui demandent évidemment, ils ont raison d'ailleurs. C'est un souhait légitime. Donc le reliftage est presque bouclé. Ils vont redécouvrir un projet plus beau et plus joli. Donc moi j'ai été marqué, comme vous d'ailleurs et comme tous les autres ces jours-ci, par l'examen du projet de loi qui rendait le vaccin obligatoire contre le Covid-19, et quelques heures après, on nous avait cru que c'était un fake. Ce qui nous a un peu fait rigoler, parce que la vérité, ce ballon d'essai qu'on a essayé d'envoyer dans l'opinion publique a été très mal perçu. Les populations ont réagi de manière très énergique. On a tous bien remarqué que c'était un très mal pensé de vouloir rendre ce vaccin obligatoire là et un projet. Vous voulez parler de cette note du ministre de la Santé, du secrétaire général du ministère de la Santé, et on a bien vu que ce ballon de essai, les populations ont très mal réagi à cela, et tout de suite ils ont rectifié en disant que c'était un fake, que c'était pas authentique ce document là. Il faut seulement rappeler qu'il ne faut pas que les gens jouent avec la santé des Camerounais à ce point. Je pense qu'ils ont joué avec tellement de choses. Mais Guy Hervé Fongan, comment parler d'un document qui est fake alors qu'on voit bien cacher les entêtes? Oui, simplement parce que le retour qui est parvenu après la sortie de ce document n'était pas de nature à ramener la sérénité au sein de l'opinion. Il a fallu rapidement rattraper ça, en indiquant que c'est un fait, c'est qu'il y a de bonne guerre. Parce que la vérité, les gens sont habitués à jouer avec tout n'importe quoi. Ils n'ont pas de la santé des Camerounais. Et pour le cas d'espèce, il faut faire très attention, parce qu'un projet d'une telle envergure doit passer par l'Assemblée nationale. Il faut que les députés se prononcent. On ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Je crois que c'est extrêmement... C'est qui risque de franchir le vase. Et tel que c'est parti, heureusement que le coup a été rattrapé, que le ballon d'essai... Et ça devrait amener les gens à faire un peu plus attention. Moi, c'est ce qui m'a marqué cette semaine. Et je crois que il faudrait que les gens fassent un peu plus attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent dans l'espace public. Parce que là, on parle de la santé des Camerounais et on ne peut pas jouer avec tout. Si vous n'avez pas la santé, vous êtes mort. Camille, bonjour, bienvenue à la revue d'écran de Une. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, ce qui m'a marqué, par contre, c'est ce constat de la résurgence, ou plutôt de l'épanouissement des Camerounais. Ce n'est pas surprenant, et moi je m'étonne qu'on fasse un constat, mais sans rechercher les causes. Et l'une des causes de ces maladies, Renan, justement, ce sont ces pharmacies ambulantes qui sont placées au carrefour des rues, où l'on vend et des faux médicaments, et des médicaments contrefaits, et des médicaments même qui ne sont même pas homologués, et dans lesquels on trouve un bonhomme qui n'a fait aucune
études ni de chimie, ni de biologie, ni même de pharmacie, mais qui est capable de prescrire. Qui compose même parfois, qui fait parfois des compositions. Ils appellent ça effectivement des compositions. Et vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui, dès qu'ils ont mal au ventre, qu'ils ont mal au foie, qu'ils ont mal à la tête, ils vont chez ceux-là qu'on appelle des docteurs. L'effet de ces médicaments qui sont la plupart du temps contrefaits, ou bien des médicaments de mauvaise qualité, ou même des médicaments périmés, c'est effectivement le mauvais état des reins. Donc aujourd'hui, je m'étonne non seulement de l'indolence du groupement des pharmaciens, de l'indolence du ministère de la Santé, qui aurait dû prendre le taureau par les cornes depuis très très longtemps et en finir avec cette activité qui est très lucrative d'ailleurs, parce que beaucoup de ces gens qui vendent ces remèdes en bordure de rue ont des voitures en pignon sur eux, construisent même des maisons, et surtout même des autorités judiciaires qui devraient sévir et se dire que cette activité est illicite et devrait être supprimée. Malheureusement, on le fait et on ne comprend pas pourquoi. Et maintenant, les conséquences sont des conséquences sur les populations qui sont tout à fait dramatiques. Aujourd'hui, une personne victime de maladie rénale avec des hémodialyses, avec ce que ça coûte, c'est quelqu'un qui est condamné à mort. Dieu seul sait combien de personnes ils laissent leur vie à cause de ces pharmacies de la rue qui pullulent un peu partout. Des pharmacies de la rue qu'on ne combat pas ou qu'on ne pense pas combattre ou contre desquelles on n'affiche pas une volonté. Mais quand vous avez parlé de l'ordre des pharmaciens, que peut l'ordre des pharmaciens mais attendez, s'il n'y a pas la force publique? Attendez, l'ordre des pharmaciens peut d'abord prendre une décision, décider que ça non seulement c'est de la concurrence déloyale, mais c'est même une activité contre la santé des Camerounais. Et saisir même les tribunaux, saisir les juridictions. Et que fait le ministère du Commerce qui ne tarde pas... Le ministère du Commerce lui-même, il vient en dernier. Moi, je pense que l'ordre des pharmaciens, le ministère de la Santé et même les instances judiciaires devraient régler ce problème. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Gervais Fonga, on commence cette revue des grandes unes avec l'actualité à l'Assemblée nationale au Sénat. Les bureaux des deux chambres vont certainement être mis sur pied aujourd'hui, évidemment avec en toile de fond des Camerounais et certainement certains députés ou sénateurs se posent bien la question si Kava Igué Djibril et Marcel Difendi vont être reconduits à leur poste. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour passer la main? Je pense qu'il faut que l'exemple de Chairman John Fondé fasse tâche d'huile. Que les gens aient le courage et l'audace de partir. D'ailleurs, c'était le titre d'un éditorial que j'avais écrit il y a quelques jours. Le courage et l'audace de partir. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il y a été président du Sénat depuis 2013. Donc ça fait quasiment 8 ans. Il a 86 ans. Donc c'est normal qu'à cet âge-là, on soit affaibli. C'est tout à fait normal qu'on n'ait plus toute l'énergie, toute la force nécessaire pour... Surtout quand on a beaucoup donné aussi. Surtout qu'on a beaucoup donné. Et il se murmurait même qu'il a demandé à partir parce qu'ils se sont fatigués, ils souhaitent se reposer. Et on souhaiterait que son appel ne tombe pas dans les oreilles de sourds parce que c'est pas la relève qui manque, c'est pas ceux qui peuvent présider au destiné du Sénat qui peuvent manquer plus jeunes. À côté de lui, vous avez... Kava Djibril, ils ont plus ou moins le même âge, donc c'est vrai que Kava a 81 ans et qui lui aussi... Ils sont de la même génération. Et qui lui aussi est là depuis 92, donc ils sont un peu épuisés et fatigués, qui par ailleurs est chef traditionnel dans son village, dans le Mayo Sava là-bas. Donc il a tellement donné. Député depuis 72. Depuis 72, il a tellement donné qu'il est tout à fait normal qu'à un moment donné, il estime qu'il doit se reposer. Et sauf que Niat a émis le vœu publiquement de partir. Mais pour Kavaye, c'est pas encore le cas. Publiquement, on l'a pas, sauf ça m'a échappé, mais il ne me semble pas que Kavaye a émis le souhait de partir. Donc il n'est pas exclu qu'il revienne à nouveau au Père. Et souvenez-vous qu'il y a quelques années, il a même aspiré à vouloir prétendre aux plus hautes fonctions de la République, ce qui n'a pas très bien marché. Donc, souhaitons simplement que cette session parlementaire qui s'ouvre, il y a quand même des grands dossiers sur lesquels on attend les parlementaires, cette session-là, qu'ils ont le courage d'affronter de manière lucide le problème de cette vaccination, de ce vaccin du Covid. Il faut que ça passe à l'Assemblée, que le débat soit ouvert de manière franche et courageuse. Il y a le problème de la crise anglophone. Il faut enfin qu'on puisse en parler de manière ouverte et libre au sein du Parlement. Il y a une pseudo-commission qui s'est réunie l'autre jour pour écrire
pour répondre au Parlement américain. Je pense que cette fois qu'on est en pleine session, c'est plus officiel, plus légal. Il faut que les problèmes comme cela soient adressés de manière plus officielle et dans un cadre réglementaire. Donc on espère que on espère que tous ces sujets-là vont être abordés, parce que c'est des sujets qui intéressent hautement les Camerounais, et que ceux qui s'estiment un peu fatigués, qui veulent passer à autre chose, qu'on les écoute et que enfin qu'on ait la preuve qu'on n'a pas affaire à un pouvoir qui est autiste, parce que quand on a beaucoup donné, il est tout à fait légitime et normal de penser à pouvoir se reposer et passer à autre chose, comme l'a fait de manière courageuse et intelligente le chairman John Fronté. Camille Nélé, cette session qui est attendue aujourd'hui, au cours de cette session, il y a beaucoup d'attentes. Peut-on, au terme de cette session, avoir de nouveaux visages à la tête des deux chambres du Parlement camerounais? Il va d'abord commencer par reconnaître que la session de mars est une session dédiée à l'élection, au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un héritage primordial. C'est un héritage que nous avons de la France. Et bon, pour que chaque année, on puisse changer le bureau. Mais cette année, plus que les autres, bien évidemment, se pose le problème de la présidence et du Sénat, de la présidence de l'Assemblée nationale. Au Sénat, M. Nyan Djifenji, malgré ses grands états de service, polytechnicien, qui a été ministre de l'eau et de l'énergie, qui a été directeur général, vice-premier ministre, qui a beaucoup donné, qui a certainement beaucoup de qualités professionnelles et intellectuelles, mais il faut voir, son état physique ne lui permet plus de continuer. C'est à peine s'il arrive à marcher, et c'est la palissade. Donc, quand Guy Avefong en parle de courage et d'audace, moi je sais qu'il ne lui faudra pas de courage et d'audace, c'est-à-dire que lui-même sait très bien que le corps ne ment pas. Quand à cet âge-là, on n'arrive même plus à marcher vraiment, il faut se dire qu'on peut aller se reposer. Bon, maintenant le problème c'est de savoir si le comité central, parce que c'est le comité central qui investit, qui donne des directives, parce que vous direz tout ce que vous voudrez, si le comité central du RDPC estime que le président du Sénat, qui est un militant du RDPC, peut encore rester, il va y rester. Vous allez crier, mais ça ne changera rien. Bon, pour le cas de M. Kava... Il y a un vice-président qui a annoncé. Kava Yege Djibril, qui est député depuis 59 ans. Président de l'Assemblée nationale depuis 92. Donc c'est quelque chose et fatigué aussi, en mauvais état aussi. Il est vrai, beaucoup de gens appellent de tout leur remplacement. Ce n'est pas qu'on en veut alors personne, mais à leur remplacement, parce que vraiment physiquement... Comme ça se fait ailleurs dans d'autres secteurs. Donc l'une des plus grandes attentes effectivement de cette session de mars, effectivement, c'est le renouvellement du bureau, parce qu'il ne s'agira pas seulement d'eux, il s'agira aussi des bureaux de l'Assemblée, des questeurs et de toutes les commissions. Tout cela va être chamboulé comme d'habitude. Et bon, maintenant, les gens peuvent spéculer, maintenant, les gens peuvent mettre en avant leurs attentes, et qui sont nombreuses, mais on verra bien ce que ça va donner. La session s'ouvre aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui que, bien évidemment, les bureaux seront renouvelés, c'est à partir de la semaine prochaine. Et c'est à partir de la semaine prochaine qu'on commencera à regarder du côté de Yaoundé s'il n'y a pas des fumées blanches qui sortent du Sénat et de l'Assemblée. Une fumée blanche qui sort avec un nouveau visage, pas une fumée blanche qui sort avec le même visage. Une fumée blanche qui sortira avec un nouveau président. Bon, maintenant, le problème, c'est de savoir si ce sera un nouveau visage. Guy Avefong, au cours de cette session, vous avez évoqué tout à l'heure la question du vaccin AstraZeneca, dont le journal Repère indique évidemment que les premières doses vont arriver au Cameroun dans quelques jours. Comment comprendre que au moment où la variante sud-africaine, présentée comme sévère, comme très sévère, circule déjà au Cameroun depuis janvier 2021, et que les autorités sud-africaines avaient rejeté AstraZeneca, la présentant comme moins efficace? Comment comprendre que les autorités camerounaises puissent la recevoir au Cameroun? Vous savez, la précipitation avec laquelle nos autorités veulent nous imposer le vaccin entretient la suspicion dans l'esprit des Camerounais. Parce que, voyez-vous, les Camerounais, de plus en plus... Les intérêts cachés? Les intérêts des grosses firmes pharmaceutiques qui sont derrière, tout le monde le sait. Parce que les gens donnent l'impression qu'ils dirigent le Cameroun de 2021 comme si c'était le Cameroun de 1980. Parce que les Camerounais d'aujourd'hui sont ouverts sur le monde, ils sont plus informés, donc ils sont plus exigeants, plus regardants vis-à-vis de la gestion de la chose publique. Et aujourd'hui,
la plupart des Camerounais savent qu'il y a une grosse polémique autour de ce vaccin, qui déjà ne fait pas l'unanimité, qui déjà ne rassure pas et qui n'est pas de nature à vous garantir une fiabilité à 100%. Toutes les experts ne sont pas d'accord là-dessus et les Camerounais le savent. Donc il n'y a pas de raison qu'un vaccin qui a été rejeté en Afrique du Sud, que nous l'accueillons à bras ouverts et que même en force, et qu'on aille plus loin en tentant un passage en force. C'est-à-dire qu'on veut imposer le vaccin aux populations. Ça donne raison à ceux qui ont pensé au commencement de cette crise sanitaire que quand on nous a annoncé le coronavirus découvert en Asie il y a à peine un an, ils avaient déjà la solution du vaccin. Donc tout le scénario était déjà écrit et rédigé. Parce qu'à peine la maladie est découverte, parce que c'est quand même, et on est dans un, d'où vient-il que dans un pays comme le nôtre, d'ailleurs les chiffres viennent du ministère même, on a un taux de guérison de plus de 90%, donc personne ne nous dit exactement quelle est la potion. Jusqu'ici on ne sait pas exactement quelle est la recette qui guérit, et qu'on soit aussi empressé à vouloir faire vacciner les gens de manière obligatoire, alors qu'on a un taux de guérison qui dépasse les 90%. Et il faut qu'on fasse un peu attention à cette manière de procéder. Et ce qui est en train de se passer, et quand vous regardez, quand vous allez plus loin, ceux qui sont les prescripteurs de ce vaccin, il y a une clause comment vous appelez ça, d'effets secondaires sur lesquels ils ont refusé de s'engager. Ça veut dire qu'il y a tous ces éléments mis ensemble ne sont pas de nature à rassurer les populations. Vous avez remarqué comme hier que le ministre des enseignements secondaires a donné le ton à Yaoundé avec quelques-uns de ses collaborateurs en se faisant, vous avez vu les images circuler, sauf que cette théâtralisation n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein des populations. Je pense que nous, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire au-delà du vaccin, je pense que si notre pharmacopée a réussi à trouver un remède qui peut guérir contre le coronavirus, la même pharmacopée est capable de nous trouver des antidotes et des vaccins, si on leur donne les moyens et le temps nécessaire. Je pense que c'est plutôt cette piste, encore que là on est à peu près certain que au moins on la maîtrise et on la contrôle. Donc le refus de notre gouvernement à embrayer dans cette voie-là nous embête un peu, alors que Monseigneur Cléda aujourd'hui affirme avoir guéri plus de 9000 personnes, ce qui est un exploit, ce qui est à saluer. Ça veut dire que s'il a pu guérir, ça veut dire que s'il a un peu de temps et moyen, il est capable aussi de produire. On vous a dit même qu'il y a certaines autorités ou certains pros qui, une fois malades, même des médecins circulent. Même les médecins se sont fait soigner chez Monseigneur Cléda, sans grand bruit, et on en connaît quelques-uns. Pour dire qu'à la vérité, l'attitude du gouvernement et les enjeux financiers qu'il y a derrière ça entretiennent la suspicion, le doute sur la qualité de ce vaccin à apporter des solutions pour nous permettre de combattre véritablement cette maladie. Camille, comment comprendre qu'on commande des produits qui semblent ne plus être adaptés puisqu'il y a une nouvelle variante du virus? Comment comprendre cette attitude? Pas seulement une nouvelle variante, il y a même des virus mutants. Bon, vous savez, Jean-Paul Cheniat, je connaissais ma position. J'ai souvent dit ici qu'il faudrait qu'on nous dise un jour la vérité sur ce virus. Le virus existe-t-il? Oui, il existe. Le virus tue-t-il? Oui, il y a des gens qui meurent effectivement de coronavirus. Mais seulement, ce virus, on l'a découvert il y a un an. En un an, a-t-on découvert le vaccin susceptible de le guérir? On nous parle de plusieurs vaccins déjà, chinois, américains, français. Avec toute la bataille, hein, il faut... Bon, pendant qu'on a on nous dit qu'on a découvert un vaccin déjà, il y a déjà les mutants qui, eux, c'est-à-dire contre lesquels le vaccin actuel ne protège pas forcément. Donc, le débat sur ces vaccins est quand même assez curieux. Il est curieux dans la mesure où, pendant que les gens sont en train de se demander si on va le rendre obligatoire au Cameroun, il y a le fait que pour pouvoir voyager vers certains pays comme la France et les États-Unis, il faudra se faire vacciner. Ça, c'est la première des choses pour les gens qui devront voyager. Et ça, il y a déjà un caractère obligatoire là-dedans. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut savoir
avec ce vaccin, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de lire avec suffisamment de froideur, de lucidité pour comprendre entre le nombre de personnes contaminées et le nombre de personnes guéries, il y a juste un pourcentage de 90%, de 10%. C'est-à-dire que 90% des personnes contaminées ont été guéries. Le taux de létalité dans les personnes qui meurent est de 0,1%. 0,0. Entre 0,0 et 1,5%. Même pas 1%. Même si c'est 1%. Donc ça veut dire qu'il y a en réalité très peu de personnes qui meurent par rapport aux personnes contaminées. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on est en train de brasser énormément d'air, de sortir, d'imposer au monde entier de se faire vacciner. Alors ce vaccin lui-même, quand on regarde même le vaccin, vous savez très bien que les vaccins sont des substances préventives qui ont été étudiées pendant longtemps et dont on a pu étudier les effets secondaires. Et maintenant, quand on nous dit qu'un vaccin qu'on étudie en moins d'un an, son taux d'efficacité est de 87%, de 98%, sur quoi? Ça sent de la précipitation. Sur quoi a-t-on fait ces expériences-là? Bon, j'ai vu sur le net hier un scientifique, je ne sais pas si c'est une fake vidéo, qui a dit que en fait les expériences ont été faites sur des animaux et sur des hommes en Afrique. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors, sur la base de quoi peut-on dire que ce vaccin est efficace à 90% ou à 95%? Et pourquoi pas à 100%? Et comment a-t-on pu l'établir en l'espace d'un an? Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens devraient savoir que les personnes les plus exposées au coronavirus, sont les personnes en comorbidité. C'est-à-dire que les personnes souffrant d'autres maladies, dégénératives, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies rénales, cardiaques et tout ce que vous voulez. Les personnes qui ont surtout un système immunitaire faible. Ça veut dire que si déjà votre corps n'est pas suffisamment fort pour résister au virus, vous allez tomber. Et il y a des gens qui meurent justement parce qu'ils avaient déjà un système immunitaire faible. Et pourquoi le gouvernement tient à importer ces vaccins? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement se trouve dans la logique mondiale. C'est-à-dire une logique mondiale, le gouvernement ne veut pas faire bande à part, ne veut pas les montrer comme s'il n'est pas concerné par la France, par les États comme la France, les États-Unis, l'Angleterre et tous les autres. Pourquoi de mettre en péril la santé des populations? Non, mais le gouvernement, et d'ailleurs le ministre de la Santé a dit hier, le vaccin n'est pas obligatoire. C'est à chacun de décider. Mais seulement le vaccin, pour lui, est nécessaire pour combattre cela. Maintenant, il est adressé à qui? Il est d'abord adressé aux personnes fragiles, telles les personnes justement souffrant de comorbidité, les personnes au système immunitaire fort. Maintenant, l'autre chose qui est importante, c'est que nous avons trouvé chez nous, Monseigneur Cléda a trouvé une formule qui devrait même être étalée devant les scientifiques du monde entier, mais personne n'en parle. On dirait qu'on se détourne, les yeux de ce remède qui a guéri quand même des milliers de personnes. Et de 9 000 personnes. Et pourquoi donc veut-on absolument imposer un vaccin à des personnes alors qu'il y a des solutions alternatives? Donc le débat sur le vaccin, le débat même sur le coronavirus, vous allez voir la presse qui est si volubile parfois quand il faut, donnant un coup de pied un jour sur cela. Il est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est dans le cadre d'un ordre mondial, d'un hypothétique ordre mondial, c'est dans le cadre d'un contrôle individuel de toutes les personnes, avec un Big Brother pour tous ceux qui ont le 1984 de George Orwell, ou alors c'est quelque chose pour exterminer une bonne partie de la population. Mais pourquoi dit-on que ce virus ne s'attaque vraiment que aux gens qui ont plus de 50 ans? Ça veut dire que les gens, nous comme ça, nous sommes finis. Gervais Fongan, dans bientôt ma sortie de cette émission, il y a un certain batterie de mesures que vient de prendre le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna, sur les nouvelles mesures barrières, les nouvelles dispositions dans le secteur des transports. Est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est le fait de prendre des mesures qui posent problème ou alors va-t-on respecter cela? Non, je pense que un an après, ça va être compliqué qu'on les applique. Parce que vous savez, au début, il y a un an, quand la pandémie a été déclarée, il y avait un réflexe qui habitait tous les Camerounais. C'est-à-dire que quand tu sortais à la maison sans ton masque, tu avais l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et rapidement, tu rentrais le chercher. C'était comme un réflexe naturel. Quand tu n'avais pas on marchait avec les gels, tous, on avait le masque, c'était quasiment... Aujourd'hui,
Les gens ont, à la limite, c'est parce qu'il y a des supermarchés où on vous oblige à porter un masque. Il y a certaines administrations. Vous obligent. Non, maintenant, les gens le font beaucoup plus par contrainte. Et ça va être le plus gros problème à régler en ce moment. Parce que ça, la difficulté du discours à tenir aux populations. Parce que, pour illustrer, le ministre de la Santé, en une semaine, a fait 3 sorties. Ça veut dire que le message ne passe pas, il est de moins en moins audible. Si les Camerounais, il y a 1 an, ont spontanément adhéré aux mesures barrières, parce que quand vous observiez, quand vous regardez dans le rétroviseur, comment les gens se comportaient il y a 1 an, les gens portaient systématiquement leur masque. Parce que c'était pas la peur. Chacun marchait avec son gel. Aujourd'hui, 1 an plus tard, vous voyez qu'il y a un relâchement tout à fait complet. Ça veut dire que donc, les gens adhéraient de manière naturelle aux mesures barrières. Donc, cette réticence et cette difficulté à obéir aux mesures barrières est simplement indicateur de ce que le discours ne passe plus et qu'il y a eu une multiplicité d'incohérences qui font qu'aujourd'hui on ne fait pas confiance et de dissonances dans le discours qui font que ça va être difficile que les gens aient la même attitude qu'ils avaient il y a 1 an. Camille, sur ces mesures... Non, moi je pense que le ministre Jean-Ernest Ngalle Masséna a tapé dans le mille. Il a amené les gens à respecter d'abord les mesures barrières, à savoir pas de surcharge dans les bus, d'abord que tous les moyens de transport soient aseptisés. Ce qu'on ne trouvait que dans 2 ou 3 grandes agences ici. C'est-à-dire aseptiser avant que les gens remontent, que les gens soit portent le masque, que même les petites agences clando qui vont dans les points comme en fait, dans l'OCAM et ainsi de suite. Non, mais d'abord celles qui ont pignon sur eux. On verrait bien pour le reste. Mais les plus grandes, celles qui font les plus grands traits. Moi, je pense que c'est une mesure assez révolutionnaire. Demander, exiger que tous ceux qui entrent dans ces agences de transport interurbain portent des masques. Se lave les mains et portent des masques à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose. Et maintenant, il interdit les surcharges dans les taxis. Il y a un masque automatique. Il interdit les surcharges dans tous les moyens de transport, aussi bien dans ces cars que dans les bus et même dans les avions. Donc moi, je pense que c'est une mesure qui va dans le sens, effectivement, de la lutte contre la propagation de ce virus. Et il ne faut pas croire que c'est seulement le ministre de la Santé qui peut, mais le ministre des Transports qui sait qu'il y a énormément de trafic, justement, dans le domaine des transports. Il a pensé poser cet acte et cet acte est en train d'être respecté. Parce que moi, j'ai été dans 2 agences de voyage hier soir et j'ai vu que le port du masque était vraiment exigé. Vous n'entrez même pas dans l'agence si vous n'avez pas. Donc, je veux dire si des actions sont menées de manière solitaire, Gervais Fonga, ça portera des fruits? Non, il faut déjà commencer par observer 2 choses. La première, il faut qu'on sorte des effets d'annonce. L'effet d'annonce, parce que je vais bien observer, nous sommes à Douala, on verra comment est-ce qu'on va exiger, le taximan va obliger à celui qui est dans le taxi d'aborder son masque. On verra bien comment la mesure va être suivie. Quand le policier a descend des gens de taxi, très bien. Pas de masque. On verra comment est-ce qu'en Ndokoti, c'est pas moi, en attendant, comment ils vont surveiller tout ça. L'autre chose, c'est que les Camerounais n'ont pas attendu le gouvernement pour se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, à une époque, chacun avec sa petite recette à la maison parce que il y avait quand même une psychose, il y a une psychose, c'est vrai, et chacun à son niveau prenait toutes les dispositions pour se mettre à l'abri. Mais il continue. À l'abri. Jusqu'à présent, on n'a pas attendu le gouvernement pour sortir rapidement. Camille Nélé, il y a cette actualité en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, à peine élu, 2 premiers ministres qui décèdent. Que se passe-t-il du côté de la primature de Côte d'Ivoire? Même le premier ministre intérimaire aussi dans une situation critique. C'est un signe indien. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça ne peut pas. Bon, on peut peut-être penser que c'est le hasard parce que le premier, Igon Koulibaly, qui est mort, lui, il était vraiment malade depuis très longtemps. Et il y a même des gens qui se demandaient comment est-ce que le président Ouattara a pu le nommer. Alors il savait très bien qu'il était vraiment dans un mauvais état. Ahmed Bakayoko est malade aussi depuis longtemps. Là aussi, il faut aussi le dire. Les gens ne le disent pas. Il ne choisit que les malades alors. En fait, Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui a un parcours cohérent. Il a un parcours cohérent. Hein. Il a travaillé depuis même Gbagbo. Il a travaillé avec Gbagbo, il a travaillé avec Ouattara. Et c'est quelqu'un c'est une grosse tête de la politique. Donc, c'est quelqu'un aussi qui avait quelque chose à donner. Bon. Doit-on dire que le poste de Premier ministre est un poste maudit? On ne peut pas savoir parce que même celui qui est en train de l'intérimaire, on est en train de dire qu'il est malade. Moi je pense, une phrase pour dire, moi je pense que dans l'Asie,
au-delà de l'aspect visible des choses, il y a un aspect invisible que seuls les initiés peuvent percevoir. Et la nature a le don de pouvoir réguler et régler certaines choses. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est un règlement de la nature. Parce que voyez-vous, Don Coulibaly, Bakayoko, Patrick Kachi, Ouattara qui... Non, je veux dire que ce qui se passe là, c'est que la nature essaie de régler les choses à sa manière. Et ce n'est pas anodin, c'est pas anodin. Et il faut faire ces choses avec beaucoup de suspicion et de pincettes. Et c'est vraiment un signe de la fin des temps. Peut-être que c'est une manière de, je ne vais pas dire de ressusciter Gbagbo, mais que la justice soit rendue de manière autrement. La justice de la nature est en train de rendre justice de manière... De manière différente. Merci Gervais Fongan, directeur publication de Politique Hebdo, qui reste attendu en course. Merci à Camille Nélé, journaliste d'investigation. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Vues. Nous retrouvons-nous demain pour la dernière de la semaine.